Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux. Vu la configuration de ce soir, je salue par l'écran les gens qui sont installés dans la salle d'à côté et qui vont suivre notre échange, qui pourront échanger d'ailleurs avec notre invité après la discussion, au moment du cocktail. Notre invité a dit: je préfère de loin me produire comme artiste que de camper sur scène mon personnage d'écrivain. À propos des rencontres publiques, elle déclare: la salle acclame une prestation. Elle applaudit des phrases opposées par leur contenu, mais bien envoyées. Ça me démoralise. Et puis, selon elle, je cite encore, pour écrire, on a besoin non d'être regardé, mais de regarder soi-même. C'est donc un exercice contre nature que nous imposons ce soir à notre invité, Nancy Houston. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Alors, je vous propose, pour ouvrir notre échange, deux portraits de vous. J'ai prévu un portrait classique, on va dire, et un portrait anecdotique ou pointilliste, au gré des lectures que j'ai pu faire pour préparer l'entretien. Portrait classique d'abord. Vous êtes né à Calgary, au Canada, dans la province de l'Alberta. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 20 ans. Vous êtes l'auteur enfin, les estimations varient. Vous êtes l'auteur d'entre 70 et 84 ouvrages. Je n'ai pas trouvé de chiffre définitif. Pour la plupart édités chez Actes Sud. Vous êtes entre autres prix Goncourt des lycéens pour Instruments des ténèbres paru en 1996, Grand Prix des lectrices de L pour L'empreinte de l'ange en 1999, prix Femina pour Ligne de faille en 2006 et votre dernier roman est Francia, paru en mars dernier. Portrait pointilliste ou anecdotique à présent, vous êtes allergique aux chevaux, vous avez été baptisé 2 fois, vous jouez du piano, du clavecin et de la flûte, votre personnage de fiction favori est Alice du Pays des Merveilles, vous aimez le whisky, vous n'avez pas peur de la mort, vous avez travaillé au ministère des Finances, vous avez posé en tant que modèle vivant, vous avez rédigé un mémoire sous la direction de Roland Barthes, et vous ne connaissez pas le syndrome de la page blanche puisque vous écrivez sur du papier en couleur. Est-ce que tout est juste? Magnifique. Alors, je vous propose, pour commencer, de parler de votre dernier ouvrage, donc, que j'ai évoqué à l'instant, Francia. Francia raconte une journée de la vie d'une prostituée transsexuelle du bois de Boulogne, à travers ses souvenirs et les portraits de ses 17 clients. La première question que j'ai eu envie de vous poser est la suivante: pourquoi le choix de ce thème? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cet univers? Eh bien, la prostitution est un de mes thèmes pérennes, mais il se trouve que ces dernières années, grâce à un travail que j'ai fait sur Griselidis Réal, magnifique personnage d'artiste, écrivaine, poète et prostituée suisse qui est décédée en 2005. J'ai fait un petit livre, une lettre à Griselidis il y a quelques années, et ça m'a fait bouger dans mon jugement de ce métier, ma compréhension de ce métier. Mais en fait, ce livre est un cas unique dans mon expérience d'écrivaine, puisque c'est presque une commande. J'ai un ami médiathécaire qui habite Boulogne, et je le connais depuis des années. Il travaillait dans une médiathèque à l'ouest de Paris, il m'avait fait venir, on a fait des événements un peu comme ça. Donc, on garde le contact. Un jour, j'étais en promotion pour un livre précédent, peut-être pour le Griselidis. Il est venu me demander si on pouvait prendre un café et il m'a dit: tu sais, je vais depuis des années dans les maraudes au bois de Boulogne. Je bosse beaucoup avec des travailleuses du sexe trans et c'est un monde vraiment... quelqu'un devrait faire un livre là-dessus, quelqu'un devait faire un roman là-dessus, et c'est toi. Et j'ai dit, je crois pas, ça va, j'ai envie de changer de sujet, je sors de cette autre chose, etc. Mais ça m'a trotté dans la tête, et comme il m'a invité à participer à une maraude,
me suis dit, je ne peux pas dire non à une telle invitation. Et donc, je suis allée, c'était novembre 2021. Et ça implique, donc c'est une association catholique qui a une camionnette. Si vous lisez le livre, vous verrez le camion en question, qu'ils appellent donc Magdalena. Ils circulent dans le bois plusieurs fois par semaine, la nuit, au début de la nuit, pour apporter des choses à manger, un peu de tchatch, un peu de conversation, des capotes, des thés, des cafés, des sandwichs, etc. Et je dois dire que dès cette première fois, j'en ai fait beaucoup après de ces maraudes, mais dès cette première fois, j'ai été bluffée par la gentillesse de ces dames, par leur sens de l'humour, par leur chaleur humaine, par leur courage incroyable. Elles ont été 10 fois plus sympas que la plupart des Parisiens, je dois dire, qu'on peut croiser en cours de la journée. Et donc, petit à petit, je me suis prise au jeu et j'ai commencé à en interviewer. Et c'est la Colombie qui particulièrement m'a intéressée. Donc, j'ai choisi de faire un personnage d'origine colombienne. J'ai appris un peu d'espagnol. Je suis allée en Colombie. J'ai aussi réussi à entrer un peu dans ce milieu là-bas et à aller dans la ville où j'imaginais que cette femme avait grandi, petit garçon. Et voilà, c'est tout un univers à chaque fois. Je dois dire que c'était une joie de vivre avec Francia dans la tête pendant 2 ans. Vous apparaissez dans le roman sous les traits d'un personnage qui s'appelle la Griffonne, ce qui permet d'ailleurs à la lecture de deviner que vous avez participé à des maraudes. Je crois que j'avais noté que vous en avez fait 7 ou 8 pendant 2 ans. Est-ce qu'il y a un aspect de la vie des prostituées transsexuelles du Bois de Boulogne qui s'est révélé le plus éloigné de ce à quoi vous vous attendiez par avance? Un aspect qui vous a surpris? Oui, je pense que c'était en fait leur détachement, leur bonne humeur. Mais c'est très important de préciser que je parle des prostituées trans parce que mon sentiment, et ça a été vérifié, confirmé par plusieurs amis, notamment ce bibliothécaire qui connaît mieux ce monde que moi. Mon sentiment, c'est que ce métier est plus dur pour les femmes cis que pour les femmes trans. Qu'il y a quelque chose chez les trans qui subsiste de la sexualité masculine, qui est beaucoup plus susceptible d'avoir des rapports mécaniques sans importance. Voilà. Et puis, sans parler des risques de grossesse, etc., etc. Donc, ça, c'est ce détachement, oui, cette bonne humeur, c'est ça qui m'a le plus surprise. C'est intéressant que vous parliez de la différence entre les prostituées transgenres et les prostituées cisgenres, comme vous dites, parce que justement, j'avais une question à ce sujet-là. Il se trouve qu'aujourd'hui, la figure du transsexuel occupe une place centrale dans le débat public. Elle est à la fois mise en avant dans les milieux progressistes et honnie des milieux conservateurs. Et pour une raison, pour ce qu'elle symbolise, l'affranchissement total de toute forme de déterminisme. Et vous avez dédié à ce sujet-là un essai, que j'ai lu aussi pour préparer l'entretien, qui s'appelle «Reflet dans un œil d'homme», dans lequel vous insistiez au contraire sur le lien entre sexualité et reproduction, et vous-même appartenez plutôt à un féminisme attaché au corps des femmes et à la réalité biologique du corps des femmes. Alors ma question est un peu politique et provocatrice, mais est-ce que ce dernier livre est une forme de réhabilitation, de rupture par rapport à votre réflexion antérieure? Absolument pas. Et je ne pourrais jamais dire, comme vous venez de le dire, que les trans sont totalement affranchis de toute forme de déterminisme. C'est absolument impossible, impossible. Je parlais idéalement, hein, pas dans la pratique, pas dans la vie concrète, évidemment. Non, mais personne n'est affranchi de toute forme de déterminisme, puisque nous sommes des animaux à la surface de la Terre. Déjà, nous dépendons des arbres pour respirer. Je ne sais pas comment on pourrait échapper à toute forme de déterminisme. C'est un fantasme très séduisant, mais c'est un fantasme. Non, au contraire, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train d'écrire exactement là-dessus. Je peux vous dire en scoop le titre de
du petit essai que j'ai essayé d'écrire, qui est une sorte de poursuite des réflexions de reflet dans un œil d'homme. Ça s'appelle Les indicibles, deux points, faiblesse des hommes, force des femmes. C'est un projet d'écriture. J'y suis. Ce qui m'a frappé en lisant le roman, c'est l'ellipse que vous faites sur les passes, autrement dit l'ellipse sur les scènes à proprement parler sexuelles. Et je me suis demandé si vous aviez fait ce choix par crainte de la trivialité des descriptions que ça pouvait impliquer, ou si c'était pour maintenir leur pouvoir suggestif. Non, plutôt la première chose, ça m'intéressait pas en fait. C'était pas ça le défi. Le défi était d'imaginer cette mosaïque de la société française qui étaient les clients de ce jour-là et qui sont les clients de tous les jours pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs du sexe. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut indiquer comme preuve de l'existence d'un certain déterminisme. Tout comme les armées du monde entier depuis la nuit des temps, les clients des prostituées sont masculins à 99,99%. Donc, il y a un tout petit peu de déterminisme. Et ce n'est pas parce que les prostituées, elles, ou eux, peuvent être garçons et filles qu'il n'y a pas de déterminisme là-dedans. Et donc, quand on demande à ces travailleuses et travailleurs qui sont les clients, toutes répondent la même chose, la même chose. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et donc, j'ai juste essayé d'avoir un échantillon de ce tout le monde. Et c'est des gens extrêmement divers. Il y en a qui sont sympas, d'autres moins. Il y a des gens âgés, des gens très jeunes, il y a des gens de différentes origines nationales, sociales et ainsi de suite. Et ça a été passionnant de me glisser dans leur vie à eux. C'était ça que je voulais faire, c'était d'imaginer la vie qui les avait amenés, les nombreuses vies, parce que c'est des milliers tous les jours. En France, c'est des dizaines de milliers, sans parler de... Vous savez que c'est beaucoup de gens, et d'imaginer comment ils avaient pu arriver là, ce jour-là. Et d'ailleurs, vous faites un rapprochement intéressant dans le livre entre le métier d'écrivain et le métier de prostituée. Je voudrais vous citer: nos métiers se ressemblent dans le fond. Jour après jour, on doit laisser pénétrer en nous des gens qu'on ne connaît pas et, sans se confondre avec eux, chercher à les comprendre. Et vous dites à votre propre propos: je suis en quelque sorte une pute du cerveau. Oui, et franchement, le mot de pute est beaucoup devenu normal pour moi. Personne n'aime se faire traiter de pute simplement parce que c'est voulu comme une insulte. Mais ce que j'ai compris grâce à ce travail, c'est que dans la prostitution, il n'est jamais question de la sexualité féminine. Il n'est question que de la sexualité masculine. Et c'est de la poudre aux yeux depuis des siècles et des millénaires de nous montrer les femmes de ce métier dans les sculptures, dans les tableaux, dans les trucs, la pornographie, etc. Comme si c'était une initiative, un désir qui partait d'elles, alors que c'est évidemment un désir qui s'origine dans le corps des hommes. Mais on ne parle pas beaucoup du corps des hommes. C'est ça que je fais dans Les Indicibles. Parce que maintenant, je suis très vieille, je vais mourir bientôt et je voudrais transgresser toutes les règles avant de mourir. C'est intriguant. J'ai une dernière question sur Francia. À un moment dans le récit, vous faites référence à un très bel album que j'ai écouté, guidé par vous, un album flamenco qui réunit un père et son fils, deux artistes dont j'ignorais l'existence, Pedro Solers et Gaspar Claus. L'album s'appelle Viento, je vous le recommande chaleureusement. Et y faisant référence vous-même, je me suis demandé si vous écriviez parfois en musique ou si vous lisiez en musique. On sait la place qu'occupe la musique dans votre œuvre. Euh,
Non, je n'écris pas en musique, c'est impossible parce que c'est 2 langages différents qui passeraient par essaieraient de passer par mon cerveau en même temps. Assez systématiquement, je lisais en musique, je m'aperçois que je le fais de moins en moins. Je crois que mes capacités cognitives doivent baisser. Mais ces derniers jours, donc je suis installée à Arles pour 2 mois pour faire ce travail, pour me concentrer complètement. Et après une semaine de travail, juste l'autre jour, tout d'un coup, j'entends un bip, 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 des véhicules larges qui se stationnent juste devant la maison. Je regarde et je vois qu'on va sortir des marteaux-piqueurs et qu'on va défoncer le bitume devant ma maison, etc. Et alors là, j'ai envie de vous dire 2 choses. D'abord, j'ai un très bon remède pour ça, c'est que je mets des casques et j'écoute le bruit des machines d'un paquebot pendant 10 heures. C'est très, très, très utile pour effacer les bruits réels. Je mets un bruit choisi et comme ça, je ne suis pas dérangée par le bruit subi. Mais la deuxième chose, c'est que j'ai arrêté de m'énerver contre ce type de phénomène parce que je pense au monsieur. Et je me rends compte que j'ai été exaspérée par des camions déboueurs, etc. Et que je n'avais pas la présence d'esprit de penser aux hommes qui faisaient ces métiers du matin au soir, qui subissaient ces bruits du matin au soir, qui vivaient dans cette dureté du matin au soir. Et donc, c'est aussi beaucoup sur les silences des hommes que je suis en train de travailler. C'est ça, les indicibles. C'est penser à tous les mineurs qui descendent sous la terre, qui ne peuvent pas parler. Penser à ceux qui manipulent des scies électriques. Enfin bref, je m'aperçois que les femmes ne sont pas en train de se battre pour faire ces métiers-là, c'est tout. Donc vous n'écoutez pas de musique en écrivant, ce dont je me doutais un peu pour être honnête. Par contre, vous avez dit que vous écoutiez de la musique avant d'écrire, avant de vous mettre à la table. Hem et j'ai relevé cette phrase, extraite du très beau livre d'entretien que vous avez mené avec Sophie L'Huillier dans la collection, Je chemine avec, publiée par, la maison d'édition Actes Sud. La musique est pour moi un sas C'est au seuil, pardon. au seuil, pardon. La musique est pour moi un sas entre le langage du quotidien et l'écriture, où le langage va avoir une autre fonction. La musique vous permet aussi d'évacuer les bruits, de la vie quotidienne, ce que vous disiez à l'instant. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai fait ce livre avec Sophie, je vivais encore avec quelqu'un. Maintenant, je vis seule. Et donc, je faisais de la musique avant de partir à mon bureau, parce que j'ai toujours eu un petit appartement, un petit studio à l'extérieur de la maison. Donc, je quittais la vie quotidienne, amoureuse, familiale, et j'allais travailler. Donc, il fallait faire la musique avant de partir. Je m'aperçois maintenant que je travaille et vis dans la même maison, que je joue du piano plutôt en fin de journée après avoir écrit. C'est étrange. Donc ça n'a pas exactement la même fonction sur moi. Ça me détend plutôt. Alors, je reviens à des questions sur le caractère, Nancy Houston, que vous en parlez, souvent. Là, je fais une confidence au public. Je suis, entré en contact avec vous par l'intermédiaire de Françoise Nyssen, donc votre éditrice, qui, lorsqu'elle m'a donné votre contact, m'a, avec beaucoup d'amitié pour vous, je le précise, averti: «Vous allez voir, Nancy, elle a du caractère». C'est ce qu'elle m'a dit. Et toujours dans le livre d'entretien, j'ai relevé ce commentaire que vous faites à propos de vous-même: «J'ai l'air frêle comme ça, mais en fait, je suis forte». Et je voulais savoir quelle est cette force dont vous vous sentez dépositaire? Mais je pense que nous sommes toutes beaucoup plus fortes que nous ne croyons et qu'on a souvent, on nous a découragés d'utiliser nos forces ou de les développer. Et donc, j'ai eu peut-être, c'est un avantage toujours, c'est la fameuse phrase si Romain ne vous tue pas, ça vous La phrase de grandit. Nietzsche. Oui, c'est ça. Euh, la phrase que je dis à Sophie L'Huillier dans ce livre d'entretien, c'est un proverbe africain qui dit la vie nous fait des cadeaux en bien et en mal. Donc moi, j'ai eu un certain nombre de cadeaux en mal au départ,
Et je pense que à la fois, ça m'a rendue fragile, je reste fragile à certains égards, mais ça m'a obligée aussi d'être forte et de développer des forces. Et j'ai envie de donner un exemple de la manière dont on affaiblit les femmes, puisque ma fille a fait un film récemment qui s'appelle La Nouvelle Femme, qui est sur Maria Montessori. Peut-être en avez-vous entendu parler. Et elle m'a confié un rôle dans le film. C'est un film d'époque, c'est-à-dire que Maria Montessori, c'est début du XXe siècle. Et moi, je joue une mécène anglaise qui va contribuer, lui donner de l'argent, enfin, et la faire rencontrer des femmes riches qui vont pouvoir l'aider à construire son institut. Eh bien, pour jouer ce rôle, je devais porter les habits de l'époque, c'est-à-dire notamment un corset. Il y avait aussi une horrible perruque et d'horribles chaussures. Mais le pire, c'était le corset. Et je vous jure que dès le premier jour où on m'a mis un corset, j'ai oublié le mot pour plexus solaire. Je voulais dire ça écrase mon plexus, mais je trouvais pas le mot. En fait, ça vous empêche de penser. Raison pour laquelle c'était absolument indispensable pour les femmes de la classe, de l'aristocratie. Parce que sinon, elles auraient voulu s'éduquer. Et là, on ne pouvait pas s'éduquer, on ne peut pas aller à l'université et apprendre le grec et le latin avec un corset. C'est pas possible. C'est vraiment comme les pieds bandés des Chinoises. C'est la même chose, c'est un symbole de statut du mari. La femme est tellement riche, il entretient tellement bien sa femme qu'elle n'a pas besoin de travail. Et donc, on la rend incapable. Et ça, c'est un petit exemple, mais c'est important. Notre façon d'utiliser nos yeux est un autre exemple qui me frappe beaucoup en ce moment, depuis que je me sens suffisamment vieille pour ne pas être draguée et tout ça. Et donc, je regarde les hommes dans la rue et ça les déroute, mais ça les déroute. On est censé regarder en bas, à gauche, à droite, Oui, parce que etc. vous intervertissez les rôles. Mais je les regarde seulement quand je les sens en train de me jauger. Donc, je les jauge à mon tour. Je les regarde vraiment. Vous intervertissez les rôles par rapport à ce que vous disiez dans Reflet dans un œil d'homme. Vous parliez Ouais. justement du regard masculin sur les femmes. Vous êtes donc né à Calgary, dans la province de l'Alberta. On en a parlé un peu avant l'entretien. Je voudrais que vous évoquiez ce pays pour nous, qui est finalement un pays que vous avez très peu connu. Ça fait très longtemps que vous vivez en France. Mais vous en parlez comme d'un pays neuf. Et pour nous, Français, évidemment, l'idée d'un pays neuf est un peu exotique, parce que quand on est en France, on est dans un pays très vieux. Qu'est-ce que ça change de naître dans un pays neuf? On n'en est pas conscient quand on est petit, parce que les gens vous racontent des insanités à l'école, et comme ici, ben, on raconte des choses fausses sur l'histoire de votre pays. Donc, c'est seulement plus tard que j'ai compris que c'était un pays neuf. Mais j'ai vu un dessin, quelqu'un m'a envoyé un dessin l'autre jour d'un autochtone en train de dire Donald Trump qui dit tous les immigrants dehors, il dit ah bon, vous allez nous quitter? Euh, Alors, je voudrais, pour faire ressentir au public l'atmosphère de l'Alberta, des plaines de l'Alberta, que vous nous lisiez un extrait. Il s'agit de cet extrait-là, celui que j'ai Oui. encadré, qui est un extrait du Cantique des plaines, qui est un ouvrage qui se passe justement dans cette province, qui Et parle qui de la est vie le des premier pionniers. livre que j'ai écrit dans ma langue maternelle. Et il est sorti quand j'avais 40 ans. C'était déjà mon 10e bouquin ou quelque chose comme ça. Mais c'était très important comme tournant dans ma vie. Après, je l'ai traduit, ça c'était moins amusant. Et pourtant, pardonne, toi tu l'aimais, cette contrée, de façon incompréhensible pour moi, venant de l'Est, c'est sa petite fille qui parle, qui vit à Montréal. Tu aimais son énormité, ses étendues vides et plates, son ouverture absolue au ciel, le froid mordant et stimulant de ses hivers, sa neige dont la blancheur te faisait mal aux yeux,
la franchise avec laquelle son vent attaquait tes pommettes et ton menton et tes doigts, son impitoyable soleil d'été qui faisait étinceler les rails du chemin de fer et trembler l'air au-dessus des champs de blé, ces orageux nuages violets qui s'entassaient à l'horizon en cherchant à se faire prendre pour des montagnes, tandis que les vraies montagnes se tenaient là, à 120 km à peine, imperturbables et inimitables. L'Alberta et le Montana, m'as-tu dit, étaient deux noms arbitrairement différents pour ce qui avait toujours été un seul et même endroit. Et l'arpentage fébrile du 49e parallèle, suivi de la nomination prétentieuse de 35 000 hectares de prairies pour une pompeuse princesse britannique qui n'avait jamais mis les pieds hors de son île natale, ne changeait pas d'un iota l'âme véritable de cet endroit. C'était le pays du grand ciel. Vous y êtes retourné au pays du Grand Ciel? Je suis retournée 3 fois en 60 ans. Oui, c'est bientôt 60 ans. Je suis partie en 68. Déjà, on avait beaucoup déménagé avant, donc j'avais presque 15 ans, 14 ans et demi quand on est parti. Et je suis retournée pour la première fois en 93 pour la sortie de Du ce Cantique. livre. Oui. Ouais. Je ne suis pas allée pour faire les recherches pour le livre, mais je suis allée à ce moment-là. Et c'est important de dire, j'ai écrit ce livre parce qu'en fait, j'ai rencontré un garçon haïtien à qui le livre est dédié d'ailleurs et qui m'a appris l'histoire du grand remplacement. Moi, je n'avais pas compris. Je ne savais pas, c'est ça qu'on ne nous racontait pas à l'école, que les Européens avaient conquis ces deux continents et qu'on avait remplacé la population qui y était. Et Haïti était le tout début de cette histoire. Et finalement, l'Alberta, c'est la fin, puisque la côte ouest est conquise avant. On va construire le chemin de fer, on va faire Go West, Young Man, Go West, Go West, Go West. Donc, on va aller jusqu'à la côte. Et puis, on va revenir. Et l'Alberta, c'est la dernière province à rejoindre la Confédération du Canada en 1905. Et donc, finalement, le livre, tout le projet du livre, c'est cette petite fille de Paddon, cet homme, qui comprend qu'on peut raconter toute l'histoire de cette province dans une seule vie. Puisqu'il est né en 1900, il est mort ces années-là, vers 90. Et donc, en fait, il a vécu la totalité de l'histoire albertaine. Je pense que si je n'avais pas vécu en Europe, je n'aurais pas pu m'étonner de cela, parce que ça paraît très vieux quand on n'a que ça comme référence. Mais quand on a quelques petits siècles de plus, comme en France, ça paraît rien du tout. C'est du temps de Picasso, quoi. Les tout débuts de l'histoire albertaine, c'est ça. Mais par rapport à d'autres pays, la France est très jeune aussi. L'homme auquel vous faites allusion, c'est Jacques Rey-Charlier, c'est ça? Oui, oui. Et vous avez cette phrase, vous dites: «L'Alberta est la fin d'une histoire qui a commencé en 1492 Oui, sur l'île d'Hispaniola», justement. exactement. Oui. Je voudrais passer sur les cadeaux en mal que vous avez évoqués à plusieurs reprises dans des entretiens qui sont advenus dans votre jeunesse. Vous avez parlé de l'absence de votre mère. Vous avez parlé aussi régulièrement de votre première expérience de l'amour qui a fini de manière violente pour arriver à Paris où vous débarquez quand vous avez 20 ans, et je me demandais quelle était la première impression que vous aviez eue de cette ville? Oui, j'étais émerveillée. Je crois que j'ai passé toute la première année dans un état d'émerveillement. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait du stop. Je pensais que je n'étais là que pour un an. C'était une année d'études Erasmus, un peu comme ça. Et donc, j'étais boulimique. J'ai tout avalé. Je suis venue ici, je suis venue à Avignon, à Nice. J'ai découvert le Berry déjà. Cette première année, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est mon pays français depuis très longtemps maintenant.
Mais ma première impression de Paris, c'est les jardins de Luxembourg. Je crois que j'avais besoin d'être éblouie, j'avais besoin d'être complètement ailleurs, coupée de mes racines. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai une immense hostilité à l'égard de ma province parce elle est d'extrême droite. C'est la province qui a dit à Trump, oui, d'accord, on veut bien, oui, oui, on vient, on est avec vous. Parce que, Rejoindre les États-Unis? oui, c'est ça. Parce qu'ils vendent 350 millions de barils de pétrole par jour aux États-Unis, donc ça va. Je les hais. Mais ça, c'est autre chose que de ne pas sentir des racines. Et c'est ça qui a toujours été un peu mon problème. Et c'est étrange, mais c'est vraiment en France que j'ai créé des racines. Et même si je ne suis pas du tout, et je disais à votre camarade Jérémy dans la voiture, je ne suis pas francophile. Je n'ai jamais été francophile. Je n'adore pas la langue française. Je ne peux pas dire j'aime la France. Même ici, j'ai très conscience que les bâtiments où nous sommes sont dus à l'argent de la traite des Noirs, notamment d'Haïti, qui rapportait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à la France dans ces siècles-là. On le sait bien. Je reconnais cette architecture, elle est vraiment typique de cette époque-là. Donc, je vais pas dire, je trouve que la France est supérieure ou quoi. Ça aurait pu être un autre pays. Je crois que j'aurais été aussi éblouie par l'Italie ou par la Hongrie ou par je sais pas, j'ai pas envie de dire l'Allemagne parce que c'est différent. J'ai été élevée par une Allemande. Ma première langue étrangère était l'allemand. Mais j'avais envie d'être tout sauf en moi-même. Et donc, j'ai vécu une sorte d'aliénation choisie pendant très longtemps. Et c'est aussi Jacques Richarlier qui m'a dit, si tu ne récupères pas ta langue maternelle, c'est dommage. Parce que c'est la langue, si tu n'es pas hanté, A-N-T-E, dans ton enfance, l'écriture ne peut pas faire appel à ces émotions-là. Et du coup, elle va rester intellectuelle, elle va rester, non pas superficielle, mais elle va rester brillante, intelligente, mais elle ne va pas toucher les gens autant. Et c'est grâce à lui que j'ai écrit en anglais. C'est paradoxal. Hein. Si on a le temps, on reviendra sur la langue et sur ce que vous appelez votre contrôle de qualité, c'est-à-dire le processus de double écriture en anglais, puis une traduction en français. Ou vice-versa. Ou réciproquement, c'est Oui, vrai. oui. Mais je reviens sur donc ces premières années parisiennes, vous vous mettez à fréquenter une bande de normaliens, vous suivez les cours au Collège de France et vous faites une rencontre qui va marquer votre vie, qui est la rencontre avec Roland Barthes, que vous décrivez comme votre second père. Et vous faites une réflexion étonnante, vous dites de lui que sa disparition en 1980 a coïncidé avec la disparition de votre propre surmoi théorique. Et je voulais savoir ce que vous entendiez par là. C'est la même chose. C'est lui mon surmoi théorique. Et Alors en quoi Roland Barthes est le surmoi théorique de parce Nancy qu'il était Houston? beaucoup trop conscient, et de beaucoup d'écrivains, pas seulement de moi. Et je crois il était délicieux, il avait beaucoup une sorte de goût sensuel de la langue, ce que n'ont pas énormément d'intellectuels français. Je vais ajouter français, mais, mais il a cassé tout plaisir immédiat du texte en nous rendant trop conscients des structures. Et si on est trop conscient des structures et des points de vue et des développements du temps, etc., on ne peut pas avoir la naïveté requise pour écrire des romans. C'est impossible. Lui-même a eu envie d'écrire un roman, il en était incapable et il nous a dit, en privé, hein, c'était une soirée comme ça, c'était pas pendant le séminaire, sauf erreur, il a dit, je me sens comme un marionnettiste, je suis trop conscient que c'est moi qui manipule les marionnettes, j'arrive pas à croire à l'histoire que je raconte parce que je vois que c'est moi. Comment choisir un nom et ensuite croire au nom et ainsi de suite.
Et au moment où j'ai enfin lâché les amarres pour écrire dans ma langue maternelle, pour écrire Cantique des plaines, c'est peu de temps après, c'est justement le moment où j'ai besoin de dire: «J'ai pas envie de parler des figures du discours amoureux, j'ai envie d'être amoureuse. Merde!» Et d'ailleurs, J'ai ce qui est intéressant, c'est que finalement, la publication des Variations de Goldberg coïncide avec enfin, est contemporaine de sa disparition. Et vous dites que lui a été très malheureux dans les dernières années de sa vie de cette incapacité à écrire un roman, ce que vous-même avez fait. Et j'ai relevé cette phrase de lui: «Le roman est une mort, il fait de la vie un destin, du souvenir un acte utile et de la durée un temps dirigé et significatif». Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez en tant qu'écrivain? Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie est devenue un destin et que vos souvenirs sont des actes utiles? c'est pas mon vocabulaire. Je dire que ma vie est devenue un destin, ça me paraît un peu ronflant, sincèrement. Et j'ai conscience que le roman aussi est un genre historique, que c'est né dans les pays esclavagistes. Je veux pas avoir l'air obsédée par ce thème, mais c'est vrai. C'est l'Espagne, l'Angleterre, la France et la Russie qui inventent le roman au moment à partir du XVIIe siècle et apogée au XIXe, au moment de l'apogée de la révolution industrielle rendue possible par cet enrichissement extraordinaire dû à l'esclavage. Et, et tout ce que ça implique, c'est-à-dire à partir du moment où on a inventé l'imprimerie, on va pouvoir imprimer des manuels scolaires et des journaux, etc. On va pouvoir, avec avec une aisance, un niveau de vie plus élevé, la population va pouvoir être scolarisée, alphabétisée. Ils vont pouvoir lire les romans dans les journaux, dans les feuilletons, etc. Vous pouvez pas imaginer un romancier en train de vivre en Haïti aujourd'hui. C'est impossible. Ou à Gaza. Enfin, ne parlons même pas de Gaza. Qu'est-ce que vous voulez qui peut lire? Qui peut lire? Ça implique une certaine aisance. Je regarde le public ce soir, je vois qu'on n'est pas très jeune, on n'est pas très noir, on est plutôt pas mal habillé et ainsi de suite. C'est normal, c'est ça le public du roman. Et donc, je ne me fais pas d'illusions que je suis en train de changer le monde avec mes romans, etc. Je participe de ça parce que c'est ce que j'ai trouvé comme endroit vivable pour moi. Mais je constate que mes livres se vendent maintenant, si ça va bien, ils vont se vendre à 20 000 exemplaires, alors que la moindre influenceuse de YouTube a 1,5 million de followers. Bon, je profite du fait que vous y refassiez allusion à ce propos sur le lien entre la littérature et la période coloniale. Vous l'évoquiez déjà dans votre entretien avec Sophie Lhuillier, et notamment vous dites que ce serait l'aventure coloniale qui aurait permis de construire les grandes universités et de faire émerger cette élite intellectuelle. Alors, comment? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a en Occident un rapport à la littérature qui est antérieur à la période coloniale. Si on prend Cervantes, si on prend Chrétien de C'est le Troyes, premier. C'est le c'est premier. et et pareil, les grandes universités européennes datent d'avant la période J'ai coloniale. pas Vous parlé avez des enfin, j'ai parlé de l'alphabétisation de toute la population. Les universités restaient assez élitistes pendant longtemps, notamment quand ils étaient en latin, etc., qu'ils étaient très liés encore à l'Église pendant longtemps. Cervantes, c'est vraiment le premier romancier à proprement parler, c'est-à-dire qui va parler, qui va il sort de l'épopée, il sort du livre religieux, il va parler des gens bizarres ou normaux. Enfin, mais c'est une moquerie vous des croyez romans des épopées oui, médiévales. et vous croyez malgré tout qu'on peut associer la littérature à la période coloniale? Tout à fait. Mais pas le roman, pas toute la littérature, mais le genre Le genre romanesque. romanesque, Oui, du le moins. genre romanesque. Ça ne fait aucun doute.
Il Alors, y a des gens qui ont beaucoup mieux parlé de ça que moi. j'ai évoqué Roland Barthes, qui est évidemment une autre figure qui compte énormément pour vous, c'est Romain Gary. En face de l'intellect de Barthes, il y a la magie et l'inventivité de Romain Gary. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que vous l'avez découvert? Heu, j'ai lu La vie devant soi l'année de sa sortie. Il a eu le Goncourt. J'ai beaucoup aimé, c'était 78. Mais en fait, c'est 15 ans plus tard, je crois, quand, j'étais en train d'enseigner. On m'a demandé de faire un cours sur la, le roman et la diversité sociale en France ou quelque chose comme ça. Et je suis revenue à ce moment-là à, à La vie devant soi. Et là, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre, que c'était un des meilleurs romans du XXe siècle, en fait, en France. Et je me suis dit, mais qui est ce mec? Et j'ai pensé que c'était sûrement pas un petit arabe de Belleville. Et donc, qu'est-ce que c'était? Et plus je lisais sur lui, moins je comprenais qui c'était, plus il devenait insaisissable. Du coup, j'ai fait une émission de radio de France Culture sur lui qui s'appelait L'Insaisie, Romain Gary L'Insaisie. J'ai commencé à rencontrer des gens qui l'avaient connu, à les interviewer et tout. J'ai vraiment décidé de tout lire. Il a écrit aussi beaucoup, beaucoup de livres, donc c'était pas une mince affaire. J'ai lu pendant un an. Vous avez publié un ouvrage sur lui. Oui, oui. Et je continue de le porter dans mon cœur. Oui, je dirais, il occupe une place incomparablement plus grande maintenant que Roland Barthes. Ils sont contemporains. Oui, Barthes est né en 5 et Gary en 14. Forcément, Ils sont morts la même année. forcément, quand on parle de Romain Gary, on pense à La promesse de l'aube et à la phrase la plus célèbre du roman, à l'aube, avec l'amour maternel, la vie vous fait une promesse qu'elle ne tient jamais. Est-ce que c'est cette question, enfin, il y a un contraste entre vous et Romain Gary, c'est-à-dire que chez Gary, la mère est omniprésente et chez vous, elle a été absente. Est-ce que ça participe de votre affection pour lui? Je ne crois pas. Et pour moi, j'ai envie de dire un truc un peu spécial, peut-être, que je n'ai jamais dit en public. Gary, euh, s'il était là aujourd'hui, il aurait des procès pour abus sexuels et séduction, persécution de petites, de mineurs. C'était un séducteur invétéré. Sa première femme que j'ai connue, très bien connue, Leslie Blanche, qui est décédée maintenant, mais elle est morte bien après lui, à presque 100 ans ou 100 ans. Euh, Elle m'a dit il avait un tic nerveux sous la ceinture. Et ça me fait penser à Philippe Cobert, que j'ai très bien connu aussi, qui était ici dans la région. Et je me dis, ce que je vois en commun de ces deux garçons, c'est qu'ils avaient une maman totalement envahissante et contrôlante. Et qui les surveillait, qui leur disait si, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Et donc, quand il dit cette femme qui m'aimait, je ne retrouverai jamais un amour comme ça, pour moi, c'est du bullshit total. C'est pas ça l'amour. Sa mère lui a dit toujours, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu seras un grand écrivain, tu seras un grand diplomate, tu seras un grand artiste, etc. Et tu seras un grand séducteur. Ça, c'était la seule chose qu'il a réalisée. Non, c'est un grand écrivain. Non, mais il a passé sa vie à essayer de réaliser les rêves de sa mère. C'est une position d'angoisse, c'est pas une position d'amour. Pour moi, c'est très loin d'être de l'amour, ça. J'ai énormément de questions à vous poser sur le métier d'écrivain. Euh, mais avant ça, ma première question, on vous a interrogé une fois pour vous demander quels étaient les critères de sélection d'un bon roman, et vous avez eu cette réponse. Premier critère, sa capacité à soulever des questions en nous, à nous interroger. Deuxième critère, la véracité de ses personnages. Est-ce qu'on parvient à y croire? Et à ce propos, vous avancez une idée qui m'a marqué. Vous dites, si les personnages de romans nous paraissent vivants, c'est parce que dans la vraie vie, nous sommes aussi des personnages les uns pour les autres, et même pour nous-mêmes.
Et puis, troisième critère que vous avancez, c'est de faire ressentir au lecteur une joie verbale. Et cette expression m'a étonné. Quelle est cette joie verbale que vous cherchez à la lecture? Mais je pense que vous comprenez. Tout le monde comprend. Oui. Tout le monde comprend. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. Et on sent au bout de quelques pages si on va avoir là ou pas. Et c'est toujours un régal. Là, j'ai commencé à lire l'autre jour un livre de Philip Roth, un livre tardif, 2008, qui s'appelle Indignation et qui raconte les malheurs d'un jeune garçon au début de sa vie d'étudiant et ses tentatives pour les filles, etc., dans les années 60. Et je reste dans mon thème des silences des garçons. Donc, c'est vraiment passionnant. Mais qu'est-ce qu'elle régale verbalement, quoi. On a juste envie de fêter ça, de lire à voix haute, partager. Quelles sont les qualités pour vous d'un bon écrivain? Vous avez dit une fois que c'était un mélange de mégalomanie et de modestie qu'il fallait avoir. Mhm. Souvent, ils mettent la mégalomanie à la mauvaise place. Il ne faut pas être mégalomane en roulant les mécaniques en public, c'est pas ça. Il faut être, surtout pour les femmes, il faut être mégalomane pour exiger, ou je peux dire égoïste, mais pour une femme, juste être égoïste, elle est considérée comme mégalomane. Souvent. Exiger le temps et la place pour être seule. Et une fois qu'on est seul, le but de l'opération, c'est de disparaître complètement. Donc c'est ça, cette combinaison étrange. Et moi, je sais que si je devais travailler à l'extérieur de la maison, non pas seulement avoir une chambre à moi, mais un studio à moi, c'est que si j'entendais un bruit dans la maison, ça me concernait et j'avais besoin de m'en occuper, d'être sûre que personne n'avait besoin de moi pour ci, pour ça, etc. C'est ça le souci. Mais ensuite, il faut être modeste parce que, de façon générale, dans la vie, il faut être modeste. Vous avez dit une société heureuse serait une société sans littérature. Est-ce que le malheur est un combustible de l'écrivain? Voilà, je pense. On ne peut pas imaginer ce que pourrait être un roman qui ne raconte aucune difficulté, aucun conflit. Mais on est dans une drôle d'époque en ce moment où on est en train de... Je disais que le roman a une date de naissance, mais il a peut-être aussi une date de mort. Il est en train de diminuer, enfin les ventes diminuent régulièrement pour les raisons que vous savez, que les gens consomment beaucoup de séries, ils consomment des mangas, ils consomment tellement de choses sur les réseaux sociaux, ils ont l'attention tellement plus fragmentée qu'il y a 100 ans. Donc, moi, j'ai acheté par exemple Germinal l'autre jour. J'avais vu une adaptation au théâtre récemment qui était magnifique. Ça m'a donné envie de le lire. J'ai jamais lu. Je n'avais pas été au lycée en France. Et j'ai commencé à lire, mais c'est juste presque impossible. C'est tellement dense, c'est magnifique. Et là, pour le coup, c'est une joie du langage. J'ai envie de lire la première page de Zola, de Germinal. C'est incroyable, comme chaque paragraphe est rempli d'images et de mots qu'on ne connaît pas. Et il vous fait vraiment entrer dans cet univers des machines, de la révolution industrielle dont on parlait. Fantastique, mais je sais que j'arriverai pas au bout. J'irai pas au bout, c'est trop. J'ai pas le temps. Enfin, c'est terrible. Donc, on va vers la mort du roman, je pense aussi. On peut conjurer le sort ou ça vous paraît inéluctable? Écoutez, il y a tellement de choses qui sont en train de s'effondrer que le roman, c'est un peu le cadet de mes soucis, j'avoue. Étonnant
Confession. Une fois, l'écrivain Michel Butel vous a donné un conseil pour l'écriture. Il vous a dit la chose suivante: il ne faut jamais écrire un texte que quelqu'un d'autre que toi pourrait écrire. Comment est-ce qu'on le sent, qu'on a quelque chose de singulier à dire ça? C'est quelque chose au moment d'écrire vos romans, vous ressentez dans le travail d'écriture? Ouais, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir eu la chance que quelqu'un me dise cette phrase-là. Parce que beaucoup de gens peuvent vous pousser à, par exemple, à être journaliste. C'est ça plutôt dans ce sens-là qu'il l'a dit. Si quelqu'un va vous envoyer faire un reportage sur telle chose, bon, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui écrive le texte, un bon texte. Mais donc, en gros, il me disait ne te fais pas journaliste. Je crois que je l'ai entendu comme ça. Ne fais pas un texte que quelqu'un d'autre pourrait faire, c'était ça. Et mais c'est seulement intuitivement que j'ai senti que je vais peut-être un endroit d'où parler qui m'appartenait en propre. Mmh. J'ai une question sur la célébrité. Ça fait maintenant longtemps que vous êtes accompagné par de nombreux lecteurs. Euh, Comment est-ce que, avec le retour d'expérience, vous appréhendez cette notoriété qui est la vôtre? Est-ce qu'elle continue aujourd'hui parfois de vous mettre mal à l'aise? La seule chose qui me met mal à l'aise, c'est des cérémonies. Je suis nulle, pour ça. En cérémonie? Oui, j'aime pas les discours, les médailles, des trucs comme ça. Donc je refuse depuis très longtemps, les honneurs. J'aime pas les honneurs. Mais c'est hyper important de sentir que j'ai des lecteurs. Je me suis rendu compte de ça. L'été dernier, je suis allée à Londres et c'est seulement 2 heures de Paris, on traverse la Manche, on est à Londres, c'est ma langue maternelle. J'ai eu une brève période de gloire à Londres, avec les livres du début du siècle, donc jusqu'à Ligne de Faille et peut-être un ou 2 mais je crois que c'est fini après Ligne de Faille, donc là-bas, c'était en 2008 par là et mais maintenant, personne n'a entendu parler, et mes livres ne sont pas dans les librairies, je n'existe pas. Et donc, je sais que c'est ma destinée et notre destinée à nous tous d'exister puis de ne pas exister. Mais je me suis rendu compte que ça me mettait en difficulté dans les conversations avec les gens de notre milieu qui, qui avaient d'autres types de métiers, où je pouvais les interroger, etc. Mais pour eux, je n'avais pas cette... Et je me suis rendu compte que je comptais sur cette sorte une petite peau supplémentaire, une épaisseur supplémentaire que les gens connaissent et qui me rassure. Donc, ça me plaît beaucoup quand je suis dans la rue, que je croise quelqu'un qui me reconnaît, qui me remercie. Ça, j'adore. C'est vraiment ça, c'était inimaginable à Londres et je me suis dit: «Oh, je suis un peu accro à cette célébrité-là». Parce que mais c'est aussi lié au fait de ne pas avoir d'enracinement dans mon enfance. Donc je me suis enracinée dans le sol de mes propres livres. Vous voyez? J'ai été très surpris d'ailleurs de découvrir que vous n'arriviez plus à trouver d'éditeurs anglophones. Non, Alors je ne sais pas non, si c'est le cas depuis, non, mais toujours pas. mais Depuis longtemps, depuis 15 ans. ce qui m'a beaucoup étonné. Vous avez En mentionné. espagnol, ça marche beaucoup mieux. Francia est en train d'être traduit en espagnol en Argentine et je pense qu'il y aura un vrai public en Colombie. L'éditeur est en Espagne, à Barcelone. Ça, je suis ravie de ça parce que ça parle quand même du monde hispanique. Mais oui, l'anglais, c'est singulier. C'est pas tragique quand même. Il y a des choses tragiques dans la vie, ça en fait pas partie. Vous avez évoqué Ligne de Faille, qui est évidemment un de vos romans les plus connus. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est le récit, enfin l'histoire d'une famille racontée à travers 4 générations, à chaque fois des enfants de 6 ans, et chaque enfant est le parent du précédent. Et on approche du trauma originel de cette famille, qu'évidemment je ne divulguerai pas, au gré des chapitres. Est-ce que lorsque vous
écriviez ce livre, pour retranscrire la vie des enfants, vous avez cherché à imiter la voix de l'enfant. Comment est-ce qu'on se met à la place d'un enfant en tant qu'auteur? Non, je n'ai pas essayé d'imiter la voix des enfants parce que ça aurait été fastidieux et ennuyeux au bout de très peu de temps, mais j'ai essayé juste de respecter ce qu'ils comprennent. Et comme j'ai été mère moi-même, comme j'ai élevé 3 enfants ou 2 et demi, enfin, en tout cas, non, on peut dire 3, parce que j'ai eu un beau-fils avec qui j'ai beaucoup vécu aussi, qui est à Béziers maintenant. Hem, j'ai beaucoup écouté et j'ai noté, leurs questions, leurs phrases. Enfin, je crois que je j'ai pas de difficulté à me remettre dans la peau de certains enfants. 6 ans, évidemment, l'âge est vecteur d'émotion pour moi parce que c'est l'âge auquel, ma vie a basculé avec le départ de ma mère et donc je sais aussi que je comprenais beaucoup de choses déjà à cette époque-là, mais qu'on est angoissé parce que les adultes, sont puissants et sont imprévisibles et ils décident de tout et ils vous annoncent leurs décisions et en même temps, ils sont très inconsistants et très faibles eux-mêmes, parfois violents. Donc, j'ai passé l'année et demie de ce livre, cette écriture-là, dans un vrai état d'angoisse, parce que j'étais tout le temps dans la tête de ces enfants. Sadie, qui est la petite fille de Toronto, dans les années 60, c'est celle qui me ressemble le plus. Franchement, Sadie me fait pleurer encore aujourd'hui. Et j'ai écrit des scènes que je n'ai pas vécues, mais que j'ai tellement intensément vécues dans son corps que ça me fait pleurer. C'est incroyable. Je crois que c'est ce qui m'a le plus frappé à la lecture, c'est la justesse avec laquelle vous retranscrivez, comme vous venez de le dire, la lucidité des Mmh, enfants mmh mh. et la toute-puissance et la versatilité des adultes. Je me demandais si au moment de sa rédaction, vous étiez au courant des travaux de l'épigénétique sur la transmission du trauma des parents aux enfants, dans Non, la façon dont non, certains gènes s'activent ou non. je n'étais pas au courant de ces travaux à l'époque et d'ailleurs, j'ai été parfois invitée par des groupes, de psy à parler de ça avec eux et j'ai été invitée à une association mère-enfant dans le 9-3 à Seine-Saint-Denis, où j'ai discuté avec les gens qui aident les mères à s'occuper de leurs enfants, et cetera. On a beaucoup parlé de ce thème de la transmission du trauma et je m'inscris un petit peu en faux contre cette analyse du livre parce que Sol, qui est le premier petit garçon qui parle et qui est l'héritier de ces histoires, il est très dingue. Il est très. Alors lui, le mot mégalomane, il y a pas d'autre mot pour le décrire. Il est mégalo, il est terrifiant, mais au moins autant à cause de sa mère qu'à cause de son père. Or, le trauma en question est passé par le père. Donc, non, c'est trop simple, de dire qu'il est l'aboutissement de cette histoire ancienne des années 40. Non, il y a plein d'autres influences. Alors ce roman, c'est, la transmission du trauma, mais c'est aussi, la difficulté à exprimer, son amour, y compris entre les parents et les enfants, dans la façon dont on les éduque. Et je voulais vous soumettre une phrase qui est de Louis-Ferdinand Céline, qui est tirée du Voyage au bout de la nuit, savoir si, vous partagiez, le sentiment qu'il décrit. Donc l'extrait est le suivant: «Je l'avais bien senti des fois, l'amour en réserve, il y en a énormément, on ne peut pas dire le contraire. Seulement, c'est malheureux qu'ils demeurent si vaches, avec tant d'amour en réserve les gens. Ça ne sort pas, voilà tout, c'est pris en dedans, ça reste dedans, ça ne leur sert à rien. Ils en crèvent au dedans d'amour.» C'est magnifique ça. Ah oui, vous allez me l'envoyer. Ouais, J'adore. je vous Merci, la transmettrai. C'est un merci. sentiment que vous partagez donc. Oui, c'est vraiment très, très bien dit. Hem, bon, Ligne de faille est donc, comme je le disais à l'instant, le roman dont vous êtes la plus fière. Hem, Vous avez écrit beaucoup de romans et beaucoup d'essais. Donc vous avez,
un pied dans la fiction et un pied dans la théorie. Je crois savoir que ces dernières années, le goût des essais vous est passé. Est-ce que c'est le goût de la théorie enfin, la théorie qui vous ennuie de plus en plus? Mais vous voyez, je n'ai jamais été théoricienne. Le seul livre, par exemple, de théorie littéraire que j'ai écrit, ça c'est typique de moi, c'est sur la pornographie. En 82, Mosaïque de la pornographie, qui est un livre réédité chez Payot encore maintenant, encore dispo, je crois. Et je me rappelle, j'avais utilisé des techniques apprises chez Barthes et d'autres auprès de mon mari qui était Todorov, donc j'étais bien placée pour absorber toutes ces théories. Mais c'est la seule fois où j'ai un peu montré comment ça fonctionnait, le regard et la circulation du désir dans la pornographie écrite, hein. Pas uniquement. Maintenant, la pornographie visuelle est devenue une des plus grandes industries du monde. Mais quelle était la question? Est-ce que le goût de la théorie vous est oui, passé? mais non, je fais autant d'essais que de romans. Autant d'essais que là, ce que j'ai écrit en ce moment, c'est un essai. Mais j'essaie d'être libre. C'est pas de la théorie. J'essaie de raisonner et de dire ce que je crois comprendre. C'est vraiment pas de la théorie. Alors, vous avez déclaré une fois parmi les différents essais que vous avez publiés que celui qui pour vous était le plus significatif, enfin le plus important, c'est l'espèce fabulatrice, dans lequel vous développez l'idée suivante, que ce qui distingue fondamentalement l'espèce humaine des autres animaux, c'est la capacité, et plus que la capacité, la nécessité pour lui de susciter des fictions, comprendre les phénomènes auxquels il est soumis. Et vous citez Gary, qui parle de l'homme comme d'un ventriloque qui fait parler les choses, les mouettes, le vent, le ciel. On pourrait citer une phrase, j'ignore si vous la connaissez, de Paul Valéry, qui dit que l'homme est l'espèce qui a inventé le pouvoir des choses absentes. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, d'où nous vient ce besoin de fiction? Mais quelqu'un d'autre qui en parle très bien, c'est Sapiens, l'auteur de Sapiens, Euh, Harari. Heureusement, j'ai écrit mon livre avant lui parce que sinon on aurait dit que je le copiais, mais c'est lui qui me copie. Donc, c'est vraiment très clair, je pense, la raison pour laquelle nous avons besoin de ces fictions, c'est que nous sommes faibles. C'est à cause de la néothénie, qu'on appelle la néothénie, nous naissons avant terme. Nous sommes de tous les primates les seuls qui naissons beaucoup trop tôt, donc on est dépendant pendant très longtemps après la naissance. On ne commence pas à marcher, à chercher notre propre nourriture, etc. Ça met des années, des années. Donc on est obligés, les êtres humains sont obligés de se fédérer pour survivre. Et ce qui les fédère, ce sont des récits. Et c'est vraiment ça, il se crée une identité. Les animaux n'ont pas besoin d'une identité, ils se contentent d'exister. Les êtres humains, on n'a jamais vu un groupement d'êtres humains sans langage, mais tout ce qui va avec le langage, à savoir un récit de qui nous sommes, d'où nous venons, de comment nous sommes arrivés là, de qui nous déteste, de qui on a battu, qui on a vaincu, et ainsi de suite. On est toujours dans un point de vue, nous et eux. Ça, c'est un truc qui fait partie de notre disque dur, malheureusement. C'est en train de nous amener à la fin du monde, comme on voit en ce moment. Le nous et eux est très très fort dans la tête des mâles alpha qui dirigent certains pays. Mais Mais ensuite, il y a de tout dans les fictions, il y a de très belles choses aussi. Mais les fictions, ce que je dis à la fin de ce livre, c'est que les fictions littéraires, à la différence des autres, nous encouragent à nous identifier à des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc, il y a toutes les fictions identitaires. Je suis canadienne, je suis meilleure que les Américains, etc. Ça, c'est universel de dire nous sommes les meilleurs, que ce soit
les religions, les nations, le sexe, etc. C'est des façons de se donner une contenance et de se tenir les coudes. Mais les fictions littéraires nous aident à voir les choses du point de vue de gens qui ne nous ressemblent pas. Ils sont d'une autre époque, un autre sexe, un autre âge de la vie, une autre classe sociale. C'est en ça que c'est intrinsèquement moral, je dirais, le roman. Dans la diversité des genres que vous avez tentés, il y en a un auquel vous ne vous êtes jamais prêté, qui est le genre du journal. En dépit du fait, je crois que vous en tenez un depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs décennies. Pourquoi cet angle mort? Est-ce que, enfin, quel est le statut de ce journal que vous écrivez depuis des années? Est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'il sera publié? Eh bien, je m'en sers souvent et je suis contente qu'il existe. Je n'écris pas du tout exhaustivement tout ce que je fais, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'on oublie ou comment on reconstruit l'histoire. Donc, il est là pour me rappeler que non, c'était pas ça, c'était ci. C'était flatteur de penser que c'était ça, mais non. Ok, merci. Et parfois, je vouloir retrouver une image précise d'un lieu que j'ai visité, je peux le trouver. Le journal est électronique depuis 2004. Avant, il n'est écrit. Écoutez, moi j'adore lire les journaux des écrivains. J'ai lu Joyce Carol Oates, elle a publié une décennie, j'ai trouvé ça passionnant. Mais Vous je seriez crois que prêt à le faire publier? non, 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 non. Et notamment pour mes enfants. C'est pas utile. Donc, j'ai vendu, je me vante là, j'ai vendu mes archives à Archives Canada il y a longtemps, déjà 10 ans, plus de 10 ans. Et, et donc, il y a une stipulation pour combien d'années il faut attendre avant de publier ceci, cela, etc. Donc, ça, c'est tout prévu que quand je meurs, mes enfants ne s'occupent pas de mes paperasses, ils les envoient à Ottawa. Et ensuite, c'est eux qui gèrent, qui peut les consulter. Je suis allée les visiter une fois, c'est dans un bâtiment inaccessible au feu, à l'inondation, etc. C'est absolument incroyable. Mais la bonne blague, c'est que c'est Stephen Harper qui était Premier ministre à ce moment-là. Stephen Harper vient de ma province natale et c'est un homme qui s'est enrichi avec le pétrole. Donc, il a envoyé 2 personnes pour fouiller dans mes paperasses pendant quelques jours dans ma cave et j'entendais rire et faire l'inventaire. Et donc, il m'a fait une offre. Et il m'a proposé, enfin, eux, c'est pas lui personnellement, mais le ministère. Ils m'ont dit 200 000 $. J'ai demandé à mon éditrice canadienne, j'ai dit, est-ce que ça te paraît bien? Elle a dit, demande 3. J'ai dit, 300 000. Ils ont dit, OK. Alors, j'ai pris, c'est vraiment très rare que je me vante comme ça, mais je suis très fière de ce que j'ai fait. J'ai pas touché un centime de cet argent. Je l'ai envoyé à une association à Edmonton, dans le nord de l'Alberta, qui s'occupe des femmes autochtones qui sont à un risque de prostitution. Et donc, chaque année, il y a plusieurs de ces femmes qui peuvent faire des études ou apprendre un métier autre que le trottoir et ne pas être envoyées là-haut dans les mines de pétrole pour les 100 000 hommes qui sont là-haut seuls. Parce il y en a plus de 1000 femmes autochtones qui ont été assassinées depuis le début de cette opération-là. Voilà, c'est tout. Je dois dire que la défense que vous avez des autochtones au Canada est longue, puisque dès le Cantique des Plaines, vous évoquiez les internats autochtones qui Où les n'ont enfants fait, mouraient, fait scandale que il y a 30 une ans plus dizaine tard, d'années. Je oui, crois que les oui, excuses officielles du gouvernement canadien effectivement. datent des années 2010, le Cantique des Plaines des années 90. Et c'est d'ailleurs pas le seul exemple d'ouvrage
anticipatoire que vous ayez fait, puisque vos toutes premières parutions, on en a parlé tous les deux en aparté, c'était Jouer au papa et à l'amant, dans lequel vous interrogiez déjà, je crois qu'il date de 79, la complaisance du milieu littéraire vis-à-vis de la pédocriminalité. C'est-à-dire même plus de 10 ou 15 ans avant qu'il y ait cette scène célèbre entre Gabriel Matzneff et Denise Bombardier. C'était juste l'année d'avant. Denise Bombardier, sauf erreur, elle est invitée par Pivot en 80. Et ça, c'est Ah, je croyais que c'était plus tard, d'accord. C'est à peu près Je croyais que ça. c'était Donc, dans il n'y avait que début les des années bulldozers 90. canadiennes pour dire des choses aussi disgracieuses que, en fait, c'était pas OK. C'était pas OK. Et je suis contente que les autres soient d'accord maintenant. Je vous laisse le choix de notre prochain sujet. Je sais que vous avez déploré qu'on vous interroge trop rarement sur un de vos romans, qui est Danse noire, que malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire, je le dis avec franchise, c'était la dernière lecture que je prévoyais pour cet entretien. Est-ce que vous voulez nous parler de cet ouvrage et de pourquoi est-ce que vous le trouvez trop peu évoqué dans les entretiens publics que vous menez? Non, j'ai pas envie d'en parler. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, peut-être que pour faire un petit break, je peux vous lire un texte de quelqu'un d'autre. C'est un texte. Ça vous va? Oui, Juste non, comme bien ça. sûr. Parce que j'ai dit que je fais beaucoup de scènes. Et là, c'est un texte que j'ai lu sur scène à Paris la semaine dernière avec des rockers. Et c'est tellement surprenant. Oui, parce que vous faites beaucoup de scènes Oui, maintenant. oui, parce que je n'ai pas peur du ridicule. Ça, c'est vraiment ma plus grande force. C'est que je n'ai pas peur du ridicule. Et franchement, c'est difficile de... J'ai peur encore de beaucoup de choses, mais pas du ridicule. Et ça, c'est un texte d'un poète gallois du XIVe siècle. Et je vous jure que j'ai été sidérée par l'existence de ce texte. Donc, il engueule sa bite. C'est juste ça. Et quand on y pense, on se dit que finalement, depuis la nuit des temps, tous les hommes ont dû avoir envie de dire ça et qu'ils n'ont jamais osé l'écrire. Et donc, je suis reconnaissante à ce poète. Je vais vous dire son nom tout de suite. Attends, il est où son nom? Voilà. Il s'appelle Dafydd ap Gwilym. Il est né entre 1315 et 1320, mort entre 1350 et 70, considéré comme un des principaux poètes gallois et un des grands poètes européens du Moyen Âge, d'accord? Et, et c'est moi qui ai fait la traduction en français de la version anglaise. Et évidemment, la version anglaise était déjà une traduction, mais on fait ce qu'on peut. On va l'appeler, en anglais, ça s'appelle Theme Song from Cock, mais moi, je vais l'appeler Plainte contre le pénis. Bon Dieu, pénis, c'est clair, je vais devoir te garder à l'œil et à la main lorsque je dors. Ne regarde pas ainsi, espèce de tige à tête de trique. Depuis hier soir, il y a trop de choses en jeu. D'accord, tu es peut-être plume dans l'encrier de la chatte, mais pour ne pas ranimer la rancœur déjà provoquée chez d'autres, va falloir te museler. Entends-tu, archi-distracteur, que l'on t'entrave. Tu n'es qu'un rouleau à pâtisserie moche et ondulant, doté d'une cornemuse en accessoire. Cesse de te pavaner, espèce de babiole qui choque les femmes décentes. Gaulanois, coincé dans l'aine, balançoire à piège. Jarre coiffé de sa touffe de plumes annuelles. Souche humide qui hoquette du lait. Hommage brut d'une pousse à son bourgeon. Rêve de spasme, toi, sceptre damné, embrayage retors qui rêve de devenir essieux entre deux moitiés d'une fille. Anguille à évent, branche aux feuilles tondues. Comme ça, tu rêves d'être plus long qu'un gros fémur, espèce de mont en l'air, ciseleur de nuit tout revêtu d'un mort, bâton magique, chasseur de fesses au casque de cuir.
pied de biche qui donne accès au coffre-fort, archi-séducteur et fermoir à mallette du cul mal gardé d'une fille. Espèce de cervelas à la noix, tu as un tuyau dans la tête, un sifflet qui piaille à heure fixe, qu'il vente ou qu'il pleuve. Ton œil étroit estime toute fille digne d'une secousse. Pilon débile, missile télescopique. Tu rêves d'allumer un feu dans chaque petite cuve rose, jurant d'être l'aiguille à chaume, égaré loin de son giron. Mais tu n'es qu'un battant de cloche sans cloche, l'arc d'un violon depuis longtemps confisqué, gousse gonflée avec suiveur, nez à narine unique qui jamais ne se mouche, manché de peau et lesté de burne, bête de béatitude, nom d'un chien, tu n'es qu'un pantalon plein de saleté, un coup d'oie bosselé comme une patate, à demi-dément, un filou incorrigible et une balane sordide, une baguette de sourcier qui me mène tout droit aux ennuis. Il s'est passé quoi cette nuit? C'est impardonnable. Allez, tête basse, espèce de canne à planter des enfants. Tu es hors de contrôle. Je vais coordonner l'espace. Vu que, malgré mes mises en garde, espèce de flûte au sang bouillant, tu restes pourri de ta couronne jusqu'à ta racine intraçable. Merci. Je précise que ça n'était pas prévu. Que vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai prévu un texte, je suis venu avec, mais je le découvre. Alors évidemment, difficile de rebondir en lien avec ce que vous venez de lire. J'ai bien une idée, mais ça nous ramène à quelque chose de très théorique. Donc, je vais le mettre de côté parce que je ne sais pas comment surenchérir à ce texte. Donc, ma question, au choix, je vais quand même poser ma question qui se rapproche un peu de la question de la bite, pour parler comme vous. Dans Reflet dans un œil d'homme, vous faites l'aveu d'une révélation que vous avez eue à 19 ans à New York. Et pour ça, je vais citer l'extrait au passage. Révélation qui se rapproche d'une expérience qu'avait fait Anaïs Nin à peu près au même âge. Vous dites avoir découvert à ce moment-là qu'il circule en permanence une quantité indéfinie, infinie, de désirs masculins anonymes. Derrière les couples, malgré le mariage, au-delà, à côté, en dépit des lois et des coutumes et des structures et des traditions familiales mises en place par votre société, comme par toutes les sociétés, des hommes errent innombrables, avides de faire l'amour avec des inconnus, de préférence jeunes et jolis. Une fois que vous avez compris cette chose-là, vous ne pouvez plus l'oublier. Comment vit-on lorsqu'on est une jeune femme jeune et jolie et qu'on a compris cette chose-là? Mais comme Anaïs Nin, effectivement, je crois que je me suis beaucoup servie de ma beauté pour connaître les hommes, pour obtenir d'eux les informations dont j'avais envie et pour pouvoir les comprendre de l'intérieur. Je crois que si je n'avais pas fait ça, j'aurais pas pu écrire les 17 clients de Francia, par exemple. Mais il y a, c'est que les religions existent essentiellement pour gérer cette chose-là, pour gérer le fait qu'il y a des érections involontaires, qu'il y a une accumulation de sperme dans les conduits séminaux, etc., et que c'est absolument pas comparable, rien de comparable se passe chez les femmes, et que en même temps, autant l'érection est présente quand on veut pas, elle est aussi absente quand on veut. Et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'homme doit se sentir pas jugé, en fait. C'est la clé de tout. Et étant donné que sa mère l'a beaucoup jugé, qu'elle l'a beaucoup contrôlé, que sa femme peut-être la juge de plus en plus, on assiste à une véritable explosion pornographique hallucinante dans le monde entier. Et c'est intéressant parce que autant ça a été une des raisons principales de l'existence des religions, c'était de contrôler ce truc-là. C'est ça le patriarcat. Enfin, c'est essayer de savoir à qui sont les enfants et ainsi de suite. Mais dire ça c'est interdit, ça c'est faut que ce soit secret. Enfin, parce que
il suffit pas d'interdire. On a bien vu avec le nombre d'enfants violés par des prêtres et par l'abbé Pierre, etc., que c'est pas du tout efficace le célibat des prêtres. C'est-à-dire que c'est pas du tout célibataire, mais il y a des règles. Et chez nous, on ne sait pas quoi dire. Les sociétés laïques démissionnent totalement. Ils ne parlent que, et surtout qu'on est entré dans ce délire de l'unisexe ou de multisexe, fluidité des gens. Ça rend de plus en plus difficile, en fait, de parler de la réalité de ce qui se passe dans la sexualité masculine. Et donc, on n'en parle pas. On fait des cours, j'imagine, l'éducation sexuelle parle de façon très, très pudique de ces choses-là, et il se parle surtout de contraception et de règles et des choses comme ça. Mais nous ne savons pas quoi faire de ça. Nous ne savons pas quoi faire de ça, et nous faisons comme si ça n'existait pas, alors que c'est en train de déformer les imaginaires des petits garçons à partir de l'âge de 7-8 ans. Et Sol était un précurseur de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Je voudrais à nouveau renvoyer à Reflet dans un œil d'homme, où vous développez une réflexion qui m'a semblé très juste, moi, sur ces thématiques. Et d'ailleurs, j'ai lu avec beaucoup de curiosité les dernières pages dans lesquelles vous publiez des témoignages que vous avez reçus d'hommes et de femmes qui ont lu cet ouvrage. Et par exemple, il y a ces 3 lignes: « Je vous suis reconnaissant pour le baume que votre essai a mis sur mes plaies d'homme ». Et de la part encore d'un lecteur masculin: « Je veux simplement vous remercier d'avoir écrit Reflet dans un œil d'homme. J'ai lu votre essai comme un homme boit à une source après avoir traversé un long désert, avec le sentiment d'incorporer quelque chose d'essentiel, de vital, et en essayant de ne pas boire trop vite. » Je crois savoir que vous détruisez systématiquement vos manuscrits. C'est vrai? Pour quelle raison? Mais c'est très intime. C'est très intime. Qui rend la question plus intéressante encore. Oui, mais c'est en fait, c'est aussi intime que de faire l'amour. Donc, c'est comme je n'ai pas envie de faire circuler des images de moi en train de faire l'amour, quoi. S'il y a un bébé à la fin, vous le saurez. Et donc, vous aurez le résultat officiel, social de mes baiseries. Mais sinon, ça ne vous regarde pas. Donc, ça vous appartient. Donc, effectivement, dans les 300 000, il n'y avait même pas un seul manuscrit. C'était juste des lettres et des choses comme ça. On a parlé tout à l'heure du fait que vous écriviez en utilisant et l'anglais et le français. Vous faites une réflexion intéressante à propos du bilinguisme. Vous dites que de connaître 2 langues nous permet de savoir que les choses ne portent pas réellement leur nom, que ça nous enseigne à distinguer le mot de la chose. Et je voulais vous soumettre la réflexion inverse. Est-ce qu'au contraire, le mot n'en sait pas toujours plus sur la chose que ce que nous croyons savoir? Et je pense en particulier à l'étymologie. La question est peut-être un peu ardue, mais j'en ai des exemples que j'ai tirés de vos livres. Par exemple, vous parlez du mot anglais pour dire la contenance, qui veut donc la contenance en anglais, et dont vous rappelez que ça signifie le visage. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose qu'on ignorait? Vous parlez du mot personnage qui vient de persona, qui veut dire le masque. Et le dernier exemple que j'ai relevé de cette sagesse cachée de la langue, c'est la distinction que vous rappelez vous-même entre les 2 termes anglais que sont naked et nude. Et qui... C'est une distinction qui manque en France, oui, effectivement. Les nus, au sens artistique, quand on peint une femme nue, un nu ou un homme, ça s'appelle nude. Et c'est pas la même chose que naked, qui est une sorte de nudité beaucoup plus intime, beaucoup moins publique. Ouais. Non, Vous mais croyez que le langage nous leurre plus qu'il ne nous renseigne? Qu'il nous fait quoi? Qu'il ne nous renseigne? Qu'il nous leurre? Oui. Non, je peux pas généraliser comme ça.
je ne peux pas généraliser comme ça, mais j'adore travailler, jouer avec les étymologies, j'adore faire des jeux de mots interlinguistiques aussi. Tiens, je vais vous donner un autre exemple, mais c'est un rêve extrêmement ancien, où j'étais dans ma période la plus aliénée, donc mes premières années à Paris. Et je dis aliénée parce que donc je vous décrivais cette jeune femme très anorexique, très boulimique de culture. Et donc je voulais dévorer cette culture française et tout maîtriser et tout comprendre et renaître en intello-française. À l'époque, c'était mon but. À l'époque, c'était mon but. Et donc, j'étais dans le mouvement des femmes, j'avais déjà commencé à publier dans des revues, etc. Et je courais partout, des librairies. Et dans mon rêve, il y avait une librairie extraordinaire dont les gens me parlaient et où il y avait les dernières parutions de féminisme et de marxisme et de toutes les théories qui me passionnaient. Et moi, je faisais semblant d'être au courant. Je disais oui, oui, bien sûr, je connais, etc. Et cette librairie s'appelait La Toite. Et c'était magnifique comme image parce qu'il y avait comme boîte, il y avait un accent circonflexe sur le i. Mais c'était un toit, et donc ça reproduisait aussi l'idée du sexe féminin, comme ça, le toit, la toite. Et je me réveille et je me rends compte, la toite en anglais, c'est la chatte, exactement. Donc en fait, je ne connaissais rien, je ne savais pas où était ma chatte. Je ne savais rien sur mon propre sexe. Et ça, c'était vrai. Je ne savais rien de mon propre sexe. Et mon rêve me l'a dit avec ce jeu de mots génial, interlinguistique. J'ai une dernière demande avant de passer aux questions du public et peut-être de lire quelques lignes tirées de l'Espèce fabulatrice pour conclure. Je voudrais que vous nous parliez au choix d'une des deux figures suivantes que vous connaissez très bien, l'une des deux, celle que vous préférez, soit de Annie Leclerc, soit de Nelly Arcan, qui sont deux femmes qui ont compté pour vous. Est-ce que J'ai écrit sur les deux, oui. Et vous avez écrit sur les deux, tout à fait. Vous avez préfacé Burqa de chair de Nelly Arcan et vous avez écrit, je crois, Passion d'Annie d'Annie Leclerc pour lui rendre hommage. Est-ce qu'il y a une de ces deux femmes dont vous souhaiteriez parler pour la faire connaître au public? Oui, je vais dire quelques mots d'Annie parce que Nelly est en train d'être découverte et redécouverte ici, ces années-ci. Je vois qu'on y fait allusion souvent dans les textes que je vois passer, donc elle va pas disparaître alors que Annie a disparu. Annie était une femme qui est devenue célèbre juste au moment où j'arrivais, à peu près, c'était ces années-là. C'était une des autrices que je dévorais à la toite. Elle avait fait un livre qui s'appelait Paroles de femme. Et l'argument central de ce livre était que ce n'est pas les activités, c'est pas qu'on laisse les activités dégueulasses aux femmes, c'est qu'elles deviennent dégueulasses parce que ce sont les femmes qui les font. Donc, c'était s'occuper des enfants, c'était les métiers du care, c'était faire le ménage, c'était des choses comme ça et même elle a entrepris vraiment systématiquement de revaloriser de l'intérieur cette expérience féminine, y compris les règles, l'accouchement, la grossesse, y compris voilà. Et c'était complètement révolutionnaire pour moi. J'avais 20 ans, quoi, 22-23 ans à l'époque, 20 ans. Et j'ai dévoré ça et ses livres suivants. Plus tard, il va y avoir, comme vous le savez sûrement, cette sorte de guerre à l'intérieur des théories féministes entre ce qu'on appelle les universalistes, ça c'est Badinter et Beauvoir et Rowe, et puis les essentialistes. Donc on va accuser Annie Leclerc d'essentialisme et de faire comme si c'était comme si on avait telle ou telle qualité parce qu'on était né avec un corps de femme. Donc il y a eu énormément, elle a été rejetée des pages
des temps modernes auxquels elle collaborait souvent. Oui, vous Elle a dites qu'elle a vécu été excommuniée par Simone de excommuniée, Beauvoir. totalement. Ça a été assez douloureux, bien sûr, pour elle. Mais elle a continué d'écrire et de très belles choses. Moi, je vais la rencontrer en 2000, donc 25 ans après ses premières lectures. On va devenir très, très, très proches. Alors que c'est une des personnes au monde qui m'a aimée et comme j'ai envie d'être aimée, quoi. C'était quelqu'un d'une chaleur, d'une écoute, et vraiment à la fois intelligente, mais avec une émotion toujours présente. J'ai connu sa famille, ainsi de suite. Et puis, elle est décédée en 2006, juste avant la publication de Ligne de Faille, je crois. Elle était du Limousin, on avait des racines, enfin, puisque je suis berrichonne, comme vous savez, on avait des racines dans le centre, comme ça aussi, on partageait plein de choses. Mais je n'ai jamais oublié sa sagesse et je la porte toujours en moi parce que je suis encore aujourd'hui d'accord que c'est important de ne pas dévaloriser ces gestes de la vie quotidienne, ces gestes de l'entretien, ces gestes du soin pour l'autre, cette façon traditionnellement féminine qu'on pouvait avoir d'échanger les nouvelles, de bavarder, de s'aider à passer le temps, de se réconforter, de prendre le temps, d'écouter les gamins, etc. Je ne veux pas idéaliser, mais il y a toute cette dimension-là de la vie qui est pour moi très précieuse et qui est en train d'être bradée par notre idéal de fonctionnement efficace on est en train, en fait, de devenir un unisexe où tout le monde va se comporter comme les hommes, en quelque sorte, avec des valeurs. L'intelligence est de plus en plus artificielle, mais cette intelligence-là est masculine. Donc, je suppose pour la découvrir, on peut conseiller Portrait de femme. Parole de femme. Parole de femme, pardon. Je voudrais terminer par quelques lignes de l'espèce fabulatrice. Il y a un petit livre qui s'appelle L'enfant de prisonnier, parce que c'est quelqu'un, elle avait été victime d'abus dans l'enfance, et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup dénoncé les pédophiles sans jamais oser publier son livre là-dessus. J'ai fait son livre après sa mort avec les notes que j'ai trouvées dans son bureau. Ça s'appelle Pédophilia. Je vous recommande ça. C'est un livre d'Annie Leclerc absolument important sur l'amour des enfants, puisqu'on parle d'étymologie. Quelles sont les différentes formes d'amour des enfants? Elle a travaillé avec des pédophiles en prison, c'est-à-dire quand vous travaillez avec des hommes en prison, parce que moi j'ai bossé avec des meurtriers, j'ai bossé avec des violeurs, on ne peut plus juste dire mais il faut qu'ils prennent 30 ans, etc. C'est impossible. Elle a essayé de comprendre la pédophilie de l'intérieur du corps pédophile. C'est hyper important, cette approche-là. Je voudrais terminer par quelques lignes de l'espèce affabulatrice avant de vous céder la place pour les questions qui me semblent recouvrir comme un chapeau les différents sujets qu'on a évoqués ensemble. L'univers comme tel n'a pas de sens, il est silence. Personne n'a mis du sens dans le monde, personne d'autre que nous. Le sens dépend de l'humain et l'humain dépend du sens. Quand nous aurons disparu, même si notre soleil continue d'émettre lumière et chaleur, il n'y aura plus de sens nulle part, aucune larme ne sera versée sur notre absence, aucune conclusion tirée quant à la signification de notre bref passage sur la planète Terre. Cette signification prendra fin avec nous. Merci Hugo. Merci Nancy d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, évidemment, avec la disposition un peu particulière qui est la nôtre aujourd'hui, je vous propose d'interroger notre invité. Je vais me tourner